Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc ce que je me propose de faire, c'est de vous présenter, bien sûr assez brièvement, les différents masters que vous pouvez suivre dans notre faculté. Après ma présentation PowerPoint, je reviendrai vers vous pour répondre à vos questions sur le fil que vous posterez sur le fil. Alors peut-être vous dire que c'est une grande faculté puisque c'est la principale faculté de l'université, mais ça en soi c'est pas très important, mais surtout c'est une faculté qui a une particularité à l'ULB, c'est que c'est une faculté avec un grand nombre de masters donc, qui nous occupent ce soir et un très grand nombre d'étudiants dans ces masters. C'est la seule faculté de l'université où il y a plus d'étudiants en master qu'à l'échelle des bacheliers. Alors, pour le coup, voilà, donc pour vous présenter mon PowerPoint et pour vous présenter les différents masters, en fait, je vais les décliner rapidement, bien sûr, en fonction de leur département de rattachement. Nous avons 4 grands départements dans notre faculté: le département de sciences politiques, le département de sciences sociales et des sciences du travail, le département de philosophie, éthique et sciences des religions et de la laïcité, et enfin le département d'histoire, art et archéologie. Alors commençons par le département de sciences politiques. Ce qui est important à savoir dans le département de sciences politiques, c'est que vous pouvez avoir des masters en 2 ans, donc 120 crédits ECTS, ou des masters en 1 an. Dans les masters en 2 ans, nous avons d'abord un master qu'on qualifie d'orientation générale, qui se fixe plutôt sur la science politique interne et qui destine plutôt les étudiants au métier soit de la fonction publique, soit du travail dans la vie politique dans son sens le plus général, soit dans la représentation, par exemple la représentation auprès des institutions belges, la diplomatie et des choses de ce type-là. On a un deuxième grand master qui est le master en relations internationales, et dans ce master en relations internationales qui est également en 120 crédits, je dirais vous avez 3 spécialisations ou 3 grandes possibilités. La première, c'est la spécialisation de ce qu'on pourrait appeler les relations internationales de type classique, sécurité, paix, conflit, c'est-à-dire les relations entre États, les relations entre États et organisations internationales, les relations entre organisations internationales elles-mêmes. Et puis, vous avez une deuxième spécialisation qui touche plus à un domaine plus récent dans l'orientation relations internationales, c'est l'étude des politiques publiques à une échelle au-delà de l'État, c'est-à-dire l'étude des politiques publiques qui sont menées dans un cadre international. Exemple très commun maintenant, la politique publique de l'environnement, la politique publique des migrations, prenez l'exemple tout à fait contemporain, la politique publique sanitaire, les questions qui se posent autour de l'Organisation mondiale de la santé. Donc dans cette finalité-là, on étudiera plutôt cet aspect-là. Enfin, il y a une troisième possibilité pour vous, ce qu'on appelle la finalité monde. Et dans ce cas-là, vous êtes dans la perspective d'une codiplomation entre, d'une part, notre université et notre département, donc l'ULB, et d'autre part, l'université Louise de Rome. En d'autres termes, vous faites 1 an à l'ULB et 1 an à Rome, et vous avez un diplôme de l'ULB et de l'université de Louise de Rome. Troisième grand finalité et spécialisation dans nos masters en sciences politiques, c'est le master en administration publique. Donc lui, il a une vocation tout à fait claire, c'est de vous préparer tout à fait spécifiquement à la fonction publique belge, à l'échelle fédérale, à l'échelle régionale, à l'échelle provinciale et à l'échelle des communes. Et donc, vous avez un grand volet à la fois de finances publiques, bien évidemment, de droit public, de droit administratif, et aussi tous les volets de la science politique qui sont attachés à la finalité et à la fonction publique en Belgique. Enfin, quatrième domaine, en relation et en collaboration avec l'Institut d'études européennes, nous organisons le Master en études européennes. Là, vous avez, je dirais, 2 grandes spécialisations, soit le domaine politique, c'est-à-dire l'étude des institutions, l'étude des acteurs politiques à l'échelle européenne, mais vous avez aussi une deuxième spécialisation qui est l'histoire et les cultures d'Europe. Enfin, dans ce master en études européennes, vous avez aussi la possibilité d'une codiplomation avec l'université de Waseda. Et là, vous êtes sur une spécialisation, relation entre l'Union européenne et l'Asie. Et donc, même perspective que pour la Louise, 1 an à l'ULB, 1 an à l'université de Waseda.
Alors, je vous l'ai dit, en sciences politiques, vous avez aussi des masters en 60 crédits ECTS, c'est-à-dire en un an, et nous avons 2 masters en 60 crédits ECTS. Le premier, c'est le master en sciences politiques à horaire décalé, donc pendant un an, vos cours sont à horaire décalé, à partir de 17h ou de 18h, en soirée, et parfois le samedi. Nous avons essayé que les étudiants n'aient pas cours tous les soirs pour leur permettre aussi d'avoir une vie privée en quelque sorte. Donc on a essayé de construire un horaire où 3 soirs par semaine les étudiants ont cours et le samedi matin. Et par ailleurs, nous avons aussi un master en 60 crédits ECTS, lui en horaire de jour, mais qui est complètement dispensé en anglais. Donc voilà déjà pour tout ce qui est du domaine de la science politique. Deuxième grand département chez nous, le département des sciences sociales et des sciences du travail. Eh bien, vous avez d'abord la sociologie. Alors, vous avez le master en sociologie, c'est-à-dire les rapports qui se posent entre les individus et la société. Et vous avez une spécialisation plus particulière, qui est ce qu'on appelle un Erasmus Mundus programme. Ici, ça s'appelle l'Erasmus Mitra, c'est-à-dire Migration and Cultural Diversity. Donc là, vous avez la possibilité de faire un an à l'ULB et un an dans une université partenaire à ce programme Erasmus. Et là aussi, vous êtes dans une codiplomation, la diplomation de l'ULB et de l'université partenaire dans laquelle vous suivez la deuxième année. Alors bien évidemment, vous avez un master en anthropologie qui étudie plutôt des aspects particuliers de l'homme à un environnement dans un espace spécifique. Alors en général, ce sont des espaces plutôt inhabituels, peu centrés sur l'Europe, par exemple l'Afrique, par exemple l'Asie, par exemple l'Amérique latine, mais ça peut aussi être des espaces plus spécifiques, par exemple le monde des réfugiés, ou par exemple, il y a un grand travail anthropologique en la matière, le monde des fonctionnaires européens, ou au CERN, le monde des physiciens qui travaillent sur la physique des particules. Troisième grand master, un master très important, qui est le master en gestion des ressources humaines, un volet très important de l'organisation dans la fonction publique et dans les entreprises privées. Donc, comment diriger et gérer les hommes et les femmes dans leurs ressources professionnelles et sur leur milieu professionnel, c'est l'objet central de ce master. Et enfin, vous avez, vous avez un quatrième master, le master en sciences de la population et du développement, qui lui se fixe bien évidemment sur le développement et en particulier ce qu'on appelait auparavant les pays en développement. Aujourd'hui, on parle moins de cette catégorie, mais en tout cas, les pays d'une partie de l'Afrique, d'une partie de l'Asie, d'une partie de l'Amérique latine, dans leur dimension développement économique, dans leur dimension développement politique et sociétal, mais aussi, bien sûr, par exemple, dans toutes les facettes de politique publique internationale, l'environnement, l'accès à l'eau, pour citer ces exemples-là, ou par exemple la notion de démographie. Alors, vous avez un cinquième master très important dans le département des sciences sociales et des sciences du travail. Ce master, c'est les sciences du travail, qui est chez nous un très grand volet dans nos masters avec un nombre appréciable d'étudiants. Alors là, il y a deux particularités. La première, c'est que ce master se dispense sur 2 sites. Nous avons un master qui est organisé sur le campus du Stellenbosch, donc à Bruxelles, et un master qui est organisé pour l'instant sur le campus de Charleroi, le Zénogramme à Charleroi. Alors, deuxième particularité, c'est que vous pouvez le faire en horaire de jour ou en horaire décalé. Donc à Bruxelles, en tout cas, en horaire de jour, vous avez 3 spécialisations: organisation et administration du travail, genre et inégalité, et enfin une spécialisation européenne qui est donc le même principe, c'est-à-dire une partie de votre cursus à l'ULB et une partie de votre cursus dans une université partenaire. Et vous pouvez aussi faire votre master en horaire décalé, et là vous avez 2 spécialisations: gestion de la formation et de la transition professionnelle et genre et inégalité. Donc, je vous reparlerai dans un instant un peu plus spécifiquement du master en sciences du travail parce qu'il a des particularités pour son accès. Et puis, je vous l'ai dit, vous avez aussi la possibilité de faire le master en sciences du travail à Charleroi. Alors là, en horaire du jour, la spécialisation, c'est le travail social et du secteur non marchand. Mais vous avez aussi la possibilité de faire le master en sciences du travail à Charleroi dans une perspective d'alternance, c'est-à-dire pour partie, bien sûr, une situation in situ dans le site universitaire, le Zénogramme,
et pour partie, une partie de vos études en milieu professionnel, puisque c'est le principe du master en alternance. Alors venons-en maintenant au troisième département, donc le département de philosophie, éthique et sciences des religions et de la laïcité. Eh bien, vous avez assez classiquement un master en philosophie. Alors ce master en philosophie se décompose en deux spécialisations. La première, ce que nous appelons la finalité approfondie, c'est plutôt pour les étudiants qui se destinent à une carrière de chercheur, mener une thèse de doctorat et faire plutôt de la recherche. Et puis une deuxième spécialisation, qui est le deuxième grand débouché professionnel pour les étudiants qui font le master en philosophie, qui est la finalité didactique, et qui vous permet en particulier de donner les cours de philosophie et les cours de citoyenneté à l'école secondaire ou éventuellement dans l'enseignement supérieur. Alors, deuxième master, c'est un master important et qui prend de plus en plus d'importance, c'est le master en éthique. Comme vous le savez sans doute, toutes les questions d'éthique ont cru en importance, ont cru dans le fonctionnement du monde de la vie professionnelle. Vous pouvez songer par exemple au règlement général à la protection des données, vous pouvez songer à toutes les questions en matière médicale, à toutes les questions d'accès à certaines informations qui vous concernent ou qui concernent les employés d'une entreprise. Donc, autant de choses qu'on aborde dans le master en éthique. Et puis, vous avez un troisième grand master, qui est le master d'études des sciences des religions et de la laïcité, avec lui deux spécialisations. La première, c'est la spécialisation assistance morale laïque. C'est en particulier pour les personnes qui se destinent à faire de l'assistance dans certains milieux. Exemple de milieu, le milieu hospitalier. Vous pouvez faire de l'assistance morale laïque en milieu hospitalier, maison de repos. Donc, en général, on a besoin d'un diplôme et c'est le plus souvent ce master-là qu'on exige. Et puis, vous avez une spécialisation qui est, je dirais, un peu plus scientifique, qui est l'analyse du fait religieux. Là aussi, c'est comme le master en éthique, le fait religieux a repris beaucoup d'importance ces 15 dernières années. Et donc, dans ce master, on essaye de l'analyser à l'aune des faits de société, à l'aune de l'étude comparée des religions, à l'aune de l'emprise de la religion ou de l'expression de la religion dans certaines sociétés, ou parfois de son déclin, comme par exemple aux États-Unis, un pays marqué à la fois par une forme de réemprise de la religion, notamment dans les milieux évangéliques, mais aussi, et ce qui est nouveau aux États-Unis, par un phénomène, je dirais, de sécularisation. Alors, dernier département, c'est le département d'histoire, art et archéologie. Et donc là, vous avez en premier lieu le master en histoire. Donc, on étudie les différentes facettes de l'histoire et les différentes périodes de l'histoire, mais aussi en pensant aux perspectives professionnelles. Et donc, vous avez trois spécialisations. La première qui vise plutôt à ceux qui se destinent au travail archivistique, et donc c'est la spécialisation archives et documents. La deuxième, c'est ceux qui envisagent plutôt un travail, je dirais, dans des bibliothèques, par exemple, ou dans des administrations fédérales, comme la Bibliothèque royale, par exemple, et donc c'est la spécialisation histoire et administration. Et enfin, bien évidemment, il y a ceux qui se destinent à dispenser l'histoire comme enseignement dans l'enseignement secondaire supérieur. Deuxième grand master dans le département d'histoire, art et archéologie, c'est le master en histoire de l'art et archéologie. Et là, vous le voyez, vous avez vraiment un choix très étendu, puisque c'est la spécialisation didactique, mais en fonction de votre préoccupation, je dirais, par rapport soit au domaine de l'art ou par rapport à votre perspective professionnelle, vous pouvez prendre la pratique de l'archéologie, pour ceux qui sont plutôt fixés sur l'archéologie, le monde de l'art et de la culture visuelle, donc tout le travail sur l'image en particulier, tous ceux qui se destinent à la pratique muséale et éventuellement à travailler autour de cela, donc musée et conservation du patrimoine mobilier. Et enfin, vous avez la possibilité d'avoir un échange de nouveau avec une université partenaire dans le domaine de l'archéologie et des arts précolombiens. Alors, à côté de cela, vous avez la spécialisation musicologie, et ce qui est intéressant pour ceux qui se destinent à cette spécialisation, il y a ce master en musicologie, c'est d'une part que vous avez l'opportunité de le faire soit en 2 ans, soit en 1 an,
Si vous le faites en 2 ans, vous avez le choix entre ce qu'on appelle la musicologie appliquée ou plutôt l'enseignement, la finalité didactique. La deuxième chose intéressante dans ce master en musicologie, c'est son partenariat avec le conservatoire. Et donc, vous avez à la fois une dimension critique, analytique, classique dans le domaine universitaire, mais aussi une dimension pratique qui est adossée à des pratiques, et ici en particulier avec le conservatoire. Et donc, il y a des étudiants de l'ULB qui vont à des cours du conservatoire et il y a des étudiants du conservatoire qui viennent au cours du master en musicologie. Alors, vous avez 2 autres masters en histoire, art et archéologie. Le premier, c'est un master très important au nombre d'étudiants, c'est le master en gestion culturelle. On vous apprend à étudier, je dirais, les pratiques culturelles, l'industrie qui touche aux pratiques culturelles, dans une approche critique et dans une approche qui touche à différentes disciplines. Bien sûr, l'étude des arts et de la culture, l'économie de la culture, le droit de la culture, donc une approche vraiment très intégrée d'un point de vue des disciplines et qui vous permet après d'avoir des pratiques, mais aussi un recul, des pratiques autour de cette industrie de la culture, mais aussi un recul et une analyse critique de cette industrie de la culture. Et puis nous organisons avec l'IEX un master conjoint qui est le master en communication et management d'événements. Donc voilà un petit peu pour vous présenter bien sûr très rapidement nos masters. On a aussi ce qu'on appelle des masters de spécialisation. C'est juste pour votre information, en fait les masters de spécialisation c'est quoi? C'est ce qu'on appelle dans notre jargon des manamas, c'est-à-dire des masters après master, donc qui va dans une spécialisation. Donc chaque université, chaque faculté, et souvent d'ailleurs de manière interuniversitaire, a quelques masters de spécialisation. Je vous en cite quelques-uns, en particulier chez nous, le master de spécialisation en philosophie et théorie politique, qui vous destine plutôt dans une perspective recherche, soit si vous venez de la philosophie, soit si vous venez de la science politique, mais dans une perspective théorie politique, je dirais, à vous mettre le pied à l'étrier à la réalisation d'une thèse de doctorat. Et donc, nous organisons ce master de spécialisation avec l'Université de Liège, l'Université de Namur. Vous avez un master de spécialisation en socio-anthropologie pour les étudiants qui auraient fait une autre discipline que la socio-anthropo. Vous avez la possibilité en 1 an d'avoir cette spécialisation. En partenariat avec l'Institut d'études européennes, on a une spécialisation en master d'études européennes analysée et examinée dans une perspective interdisciplinaire et qui est complètement dispensée en anglais. Alors, à peu près toutes les universités de la communauté française se sont réunies pour organiser un master de spécialisation en études de genre. Et enfin, dans notre faculté, on a également un master de spécialisation en langue et civilisation africaine. Alors, j'en viens à une question, enfin, une problématique qui est souvent l'objet de beaucoup de questions. Comment peut-on accéder à ces masters? Alors, il y a 3 grands cas d'école, pour être très général. Le premier, c'est si vous avez fait un bachelier d'une étude correspondante dans une université belge, qu'elle soit à l'ULB, dans une université de la communauté française ou dans une université de la communauté flamande, vous avez un accès direct. Vous avez ce qu'on appelle un accès direct. Si vous avez fait un bachelier en histoire, vous avez un accès direct au master en histoire. Si vous avez fait un bachelier en sciences politiques, vous avez accès direct au master en sciences politiques. Deuxième situation, c'est vous n'avez pas fait un bachelier directement correspondant, parfois tout simplement parce que le master est ce qu'on appelle un master orphelin, c'est-à-dire qu'il n'a pas un bachelier correspondant. À titre d'exemple, le master en gestion culturelle, le master en sciences de la population et du développement sont des masters qui n'ont pas un bachelier correspondant, et donc dans ce cas-là, cela passe par une procédure d'admission. Alors souvent cette admission elle est automatisée, c'est-à-dire que dans les éléments d'admission marqués sur le programme, on vous signale si vous avez fait tel bachelier, vous avez accès ou vous avez accès moyennant à des cours complémentaires et qui sont mentionnés. Donc ça permet, je dirais, d'automatiser la procédure d'admission. Il suffit d'aller voir sur le programme qui est en ligne si vous êtes dans le cas d'avoir fait un bachelier qui vous permet d'accéder directement, soit sans cours complémentaires, soit au maximum avec 3 cours complémentaires, à ce master. Donc là, c'est assez simple. Même chose si vous n'avez pas fait une étude correspondante, par exemple, vous avez fait un bachelier en sociologie et vous voulez passer en études européennes,
Il faut regarder si dans les conditions d'admission, vous avez une procédure automatisée. Si vous n'avez pas une procédure automatisée, alors vous rentrez en procédure, en demande d'admission, et c'est le jury qui examine s'il peut vous admettre, et le cas échéant, avec quel cours complémentaire. Donc, en général, pour que vous puissiez faire vos études de master en 2 ans, on ne peut pas mettre plus que 3 cours complémentaires, c'est-à-dire l'équivalent de 15 crédits ECTS. Alors, bien sûr, il y a les étudiants qui ont fait une partie de leur cursus, la première partie de leur cursus dans l'enseignement supérieur. Alors, dans ce cas-là, vous avez, je dirais, en gros, 2 situations. Ceux qui ont fait un BA dans l'enseignement supérieur, qui est un enseignement supérieur de type long, par exemple, un bachelier en traducteur et interprète. Dans ce cas-là, vous avez parfois accès à des masters, moyennant un programme complémentaire. Et puis, vous avez les étudiants qui ont fait un bachelier de type court, par exemple un bachelier en assistance sociale. Dans ce cas-là, vous aurez accès, mais le plus souvent moyennant un programme complémentaire supérieur à 15 crédits ECTS, c'est-à-dire qu'il y aura nécessairement une année en plus que les 2 ans de master. Alors, dans cette observation, il y a néanmoins une exception. Vous vous souviendrez que je vous ai parlé du master en sciences du travail. Pour le master en sciences du travail, il est possible, moyennant une procédure de discussion et d'admission, d'être admis sans programme complémentaire supérieur à 15 crédits ECTS, mais ça ne concerne que le master en sciences du travail. Enfin, si vous avez fait votre premier cycle à l'étranger, eh bien là, nécessairement, vous passerez par un processus d'admission. Donc, vous devez aller sur la page du service d'inscription de l'ULB et rentrer votre dossier. Et dans ce cas-là, le jury examine si votre dossier vous permet d'être admis ou non dans le master dans lequel vous voulez étudier. Sachez qu'en général, la procédure d'admission va relativement rapidement. C'est une question de jours. Après, il y a la procédure administrative où on doit bien vérifier que tout est en ordre, mais vous serez assez rapidement informé, au fond, si le jury considère que vous pouvez être admis ou pas. Dernier élément, si vous n'avez pas un diplôme de premier cycle, ce qui peut arriver, il y a une troisième procédure d'admission dans un master, c'est ce qu'on appelle la VAE, la valorisation des acquis de l'expérience. Exemple très classique, vous avez fait 2 ans de bachelier, mais pour des raisons liées aux circonstances de la vie, vous avez dû interrompre vos études. Dans ce cas-là, vous pouvez demander une valorisation des acquis de l'expérience si vous avez une expérience professionnelle où on peut considérer qu'elle est suffisamment en lien avec le master dans lequel vous rentrez pour la valoriser en un certain nombre de crédits ECTS. Et donc là, vous avez une procédure de valorisation des acquis de l'expérience. Et dans notre faculté, vous avez une personne qui peut vous aider à remplir ce dossier de valorisation des acquis de l'expérience. Alors, quelques éléments importants à savoir pour notre faculté, ce n'est pas propre bien sûr à la nôtre et ce n'est pas propre au master que je vous ai rapidement présenté, mais de manière générale, il y a néanmoins quelques éléments importants. La première, c'est que dans la plupart de nos masters, vous avez la possibilité, voire occasionnellement l'obligation de réaliser un stage. La deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques de terrain dans nos masters, donc c'est très très régulier, ou par exemple des pratiques de simulation. Nos étudiants en sciences politiques ou en études européennes vont très régulièrement dans des simulations, ce qu'on appelle les simulations MUM, donc des Nations Unies. Troisième élément, c'est que en master, vous avez encore la possibilité de faire un programme d'échange et que celui-ci peut être très étendu. C'est notamment le cas dans les masters en sciences politiques et en études européennes, avec un grand nombre d'universités européennes et internationales. Enfin, il y a un élément important à avoir en considération, c'est que non seulement il y a un master full English en sciences politiques, mais de manière générale, on introduit plus régulièrement maintenant des cours dispensés en anglais. Et donc, pour accompagner les étudiants, il y a un programme d'aide linguistique. Il y a plusieurs programmes d'aide linguistique, le programme Tandem. Aussi, vous avez un accès à des cours de rattrapage ou à des tables de conversation, cours de rattrapage à la Fondation Neuf, gratuits, ou à des tables de conversation. Alors, un petit mot, puisque c'est une soirée qui est aussi dédiée au doctorat. Donc, le doctorat, c'est une formation après le master, donc c'est considéré comme un 3e cycle. Et donc,
pour rentrer dans une logique de doctorat, on s'inscrit en général en parallèle à la formation doctorale et au doctorat, mais néanmoins, il y a une double démarche parallèle à faire. La première, c'est une démarche administrative, c'est-à-dire avoir un dossier d'admission à remplir et qu'il soit accepté par le responsable de la formation doctorale. Et la deuxième, qui est substantiellement la plus importante, c'est de trouver un promoteur de thèse qui veuille bien suivre votre thèse, qui vous accompagne éventuellement pour essayer d'obtenir une bourse doctorale ou un financement à votre thèse. Mais donc, sachez que c'est une opportunité bien réelle. Nous sommes une faculté, pour l'instant, il y a 370 étudiants inscrits en formation doctorale et en thèse. Nous sommes une faculté où, bon an, mal an, on défend 25 à 35 thèses par an. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la marginalité. Nous sommes dans les différents départements très engagés dans la formation doctorale et dans la délivrance de diplômes de doctorat. Donc, on peut même aller certaines années jusqu'à 40-45 thèses pour nos différents départements. Voilà les informations principales que je voulais vous donner. Bien évidemment, c'est très général et je vais répondre à vos questions dans un instant. Néanmoins, vous pouvez toujours suivre notre actualité et nous rejoindre sur le site web, la page Facebook ou Instagram. Et bien sûr, ne pas hésiter à aller sur le site. Vous verrez que pour chaque master, il y a une adresse de contact. Si vous avez des questions relativement au master que vous souhaiteriez poursuivre l'année prochaine, n'hésitez pas à écrire à cette adresse de contact. Alors, il y a bien sûr aussi un responsable secrétariat et un numéro de téléphone. Alors, on a essayé de connecter bien sûr les téléphones professionnels avec les téléphones des personnes. Mais bien sûr, la plupart de ces personnes sont pour l'instant en travail à distance, donc il faut aussi peut-être voir si le téléphone est bien reconnecté, donc peut-être d'abord passer par l'email pour savoir s'il y a un numéro de contact différent. Mais donc, même à distance, on peut bien sûr répondre à toutes vos questions. Voilà, merci pour votre attention. Je vais essayer de revenir sur la page en abandonnant mon PowerPoint si j'y arrive, pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà, ça devrait pouvoir se faire, j'espère. Voilà. Alors, je mets le fil et je regarde si vous avez des questions. Là, pour l'instant, je suis sur le fil interne, mais je suppose que je pourrais avoir un fil externe. Voilà. Est-ce que vous pouvez étudier à distance? À l'ULB, on ne sait pas répondre à votre question puisqu'on n'a pas encore déterminé le programme, les modalités d'enseignement. Néanmoins, la logique dans laquelle s'inscrit l'ULB n'est pas une logique où on prévoit, par hypothèse, de donner cours à distance toute l'année académique. Et si l'évolution de la pandémie, les dimensions thérapeutiques ou le vaccin nous permettent de donner cours immédiatement in situ, on donnera cours in situ. Donc la logique, c'est aussi vite que possible pouvoir avoir le contact avec nos étudiants. Il y a des choses qui peuvent se faire à distance, mais on a aussi vu de notre expérience qu'il y a aussi beaucoup de pertes pédagogiques, beaucoup de pertes de contacts sociaux avec les étudiants qui font que, en tout cas, notre espoir, c'est le plus rapidement possible pouvoir donner cours physiquement, si je peux le dire ainsi. Alors, quelle est la différence entre un master en 60 crédits ou un master 120 crédits? Mais pour tout vous dire, c'est une question qui juridiquement a peu d'intérêt, puisque du point de vue du législateur, c'est-à-dire de la communauté française, un master en 60 crédits ou un master en 120 crédits a la même valeur juridique. Vous êtes considéré comme détenteur d'un master. D'ailleurs, dans les universités de la communauté flamande, l'essentiel des masters sont des masters 60 crédits. Néanmoins, bien évidemment, le master 60 crédits sera en général plus généraliste que le master en 120 crédits.
Et il y a une autre différence importante, c'est que dans le master en 60 crédits, vous aurez à réaliser ce qu'on appelle un TFE, un travail de fin d'études, alors que dans le master en 120, c'est un mémoire. Alors, ce n'est pas simplement une autre sémantique pour parler de choses identiques, parce que le TFE, c'est quelque chose qui vaut 15 crédits, et le mémoire, c'est quelque chose qui vaut 60 crédits, qui vaut 30 crédits, pardon. Donc, le travail attendu est plus substantiel. Donc, dans une certaine mesure, substantiellement, c'est un peu différent. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire des translations, c'est-à-dire de faire le Master 60 et si vous êtes intéressé de passer ensuite au Master 120, oui, mais ça se fait en discussion avec le jury. Mais la plupart du temps, la réponse est positive. Alors, ça concerne nos premiers chefs, le Master en sciences politiques, hein, puisqu'on a 2 Masters en sciences politiques, le Master à horaire décalé et le Master in Political Science. Et donc, un certain nombre d'étudiants nous demandent après s'ils peuvent migrer vers un Master 120 et le plus souvent, ça ne pose pas de problème. Parfois, il y a l'un ou l'autre cours complémentaire. Est-ce que l'option soir est compatible avec un autre Master 60? Alors oui. Après, n'oubliez pas que à un moment donné, il y aura la session d'examen et que la session d'examen, ben, c'est un moment où on travaille beaucoup et donc si vous avez 2 masters en parallèle, vous risquez d'abord d'avoir régulièrement 2 examens le même jour, voire même éventuellement des petits chevauchements. Donc il y a à la fois le problème de la charge de travail, en particulier pendant la session d'examen, mais même en temps normal, hein, si vous assistez au cours, si vous avez des travaux à réaliser pour votre master 60 de jour et assister au cours et des travaux à réaliser pour votre master 60 à horaire décalé, c'est très lourd, mais ça c'est un choix qui vous revient, donc il n'y a pas d'incompatibilité, mais c'est quelque chose qui est assez lourd. Non, il n'y a pas de. Si vous avez accès au master, donc pour la question sur la Louise, si vous avez accès au master en relations internationales, il n'y a pas de prérequis particulier. Simplement, il y a un nombre de places limité. Donc, en général, jusqu'à maintenant, on a su ne pas faire, je dirais, de filtre, c'est-à-dire qu'à peu près tous les étudiants qui souhaitaient aller dans le double diplôme avec la Louise ont pu y aller. Le cas échéant, s'il y a plus de demandes que d'offres, on devrait faire un arbitrage. Mais si vous avez accès au master, il n'y a pas de filtre particulier. Alors, quel est le retour concernant les candidatures au master? Il se fait que je suis le président au master à horaire décalé. Je suis le président du jury du master à horaire décalé. Il y a un nombre d'admissions qui est assez important. Après, je veille toujours avec le jury à ce qu'on admette des étudiants et des étudiantes qui ont quand même de bonnes chances de réussir. Hein. Ce ne serait pas un bon service d'admettre des étudiants dont on considère qu'ils n'ont pas je dirais, le minimum nécessaire pour réussir. Mais c'est un master, comme il est à horaire décalé, il a été pensé bien évidemment pour des personnes qui parfois exercent déjà une activité professionnelle, qui sont aussi des personnes qui n'ont pas nécessairement suivi un bachelier en sciences politiques durant leurs études préalablement. Donc il y a ce souci-là, et ce souci-là est aussi un souci qu'on a dans les cours, c'est-à-dire que c'est un master où vous avez vraiment des cours du même type que les étudiants du master 120 ou du master full English, mais qui sont des cours la plupart du temps maintenant spécifiques pour ce master. Donc on essaie aussi de tenir compte de la réalité du public étudiant qui est là, mais bien évidemment c'est un master universitaire. Donc le niveau d'admission, hein, pour répondre clairement à votre question, est relativement élevé, mais on veille néanmoins à ne pas embarquer des étudiants dans une situation où ils ne pourraient pas s'y retrouver durant leurs études et où ils abandonneraient rapidement. Ce n'est pas non plus l'ambition. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions à ce stade. Ah, je vois. Quand pourrions-nous avoir un retour?
A priori, je gère les demandes d'admission en déant les 2 ou 3 jours. Donc, l'avis académique est donné en déant 2 à 3 jours, une fois que le dossier est disponible sur la plateforme d'admission. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà introduit votre dossier, mais si vous l'avez introduit hier ou aujourd'hui, par exemple, vous pouvez espérer avoir une réponse vendredi ou samedi. Alors, quelles sont les pièces demandées pour s'inscrire au master en sciences des religions? Ce sera toujours la même chose. Soit vous avez un diplôme de premier cycle, et alors la pièce qui vous sera demandée sera votre diplôme, enfin, une attestation de réussite de bachelier et les scripts des cours que vous avez suivis et réussis. Donc ça, c'est ce qu'on va vous demander pour l'essentiel. Et c'est en tout cas sur cette base-là que nous, on va faire l'évaluation pour savoir si on vous admet ou pas. Donc, quel bachelier avez-vous suivi et quelles sont les notes que vous avez obtenues. Ce qui est en gros d'ailleurs ce qu'on demande pour toutes les admissions. Bien évidemment, c'est un peu différent si vous voulez demander une admission par l'intermédiaire d'une valorisation des acquis de l'expérience. Dans ce cas-là, ce qu'on va vous demander, c'est à la fois les éventuelles années d'études que vous auriez réussi en premier cycle et quelles sont vos activités professionnelles les 5 dernières années, puisqu'on va fonder notre jugement sur la valorisation des acquis de l'expérience sur les 5 dernières années. Est-ce qu'on peut travailler dans un master, dans un musée ou dans une galerie après un master en gestion culturelle? Oui. Cela dit, c'est plutôt en histoire de l'art qu'on ira si on veut travailler dans un musée. Le master en gestion culturelle est plus centré sur ce que je pourrais appeler l'industrie du tourisme, pas l'industrie du tourisme, l'industrie de la culture, ou en tout cas les pratiques culturelles, le cinéma, le théâtre, les événements culturels. C'est plutôt en histoire de l'art qu'on va si on veut travailler dans un musée. Quelles sont les conditions d'accès à un programme d'échange? Il n'y en a pas dès lors que vous êtes admis à un master. Vous êtes admissible au programme d'échange, donc vous devez remplir un dossier et on regardera dans quelle mesure il y a de la place et dans quelle mesure vous correspondez. Dans l'écrasante majorité des cas, il n'y a aucun problème à faire le programme d'échange. Néanmoins, vous n'allez pas toujours dans l'université de premier choix. On vous demande de faire 3 choix et on essaie toujours d'être le plus près possible du premier choix de l'étudiant, mais parfois c'est le deuxième choix. Vous avez le droit de postuler au master pour la personne qui a fait langue étrangère appliquée. Vous avez le droit de postuler et le jury va apprécier en fonction de votre cursus si vous pouvez y accéder compte tenu des cours que vous avez suivis. Mais en tout cas, ce n'est pas un refus d'office, ça c'est clair. Non, vous devez postuler à un master. Donc il n'y a pas moyen de postuler à plusieurs masters en parallèle. Vous postulez à un master, le cas échéant, si nous considérons que vous ne pouvez pas accéder à ce master, mais que vous pourriez accéder à un autre, nous allons faire une bifurcation, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de renvoyer le dossier vers un autre master pour le suggérer à un autre master. Alors, le choix du sujet est libre. En ce qui concerne le promoteur, ça dépend les filières. Par exemple, en sciences politiques, il est de coutume maintenant d'affecter un promoteur en fonction du sujet, parce qu'on doit faire des arbitrages en nombre de mémoires et nombre de mémoires que peut suivre un promoteur. Mais bien sûr, il y a toujours un lien entre le sujet et le promoteur. Et si d'aventure l'étudiant, par exemple, a un problème avec le promoteur ou la promotrice, là, il peut demander à changer de promoteur. Alors, non, le master en sciences du travail, bon, il y a des liens bien sûr avec, il y a une forme de point d'intersection avec le master en gestion des ressources humaines, mais il concerne bien d'autres aspects que la gestion des ressources humaines, hein. Par exemple, vous avez beaucoup d'étudiants qui préalablement ont fait un bachelier en assistance sociale, donc c'est-à-dire
un rapport au travail qui est très différent et qui font par la suite un master en sciences du travail. Donc, à titre d'exemple, nous avons beaucoup d'étudiants qui font le master en sciences du travail et qui vont continuer à travailler dans des CPAS ou l'insertion au travail, à titre d'exemple, dans les communes, mais en montant, je dirais, de niveau de responsabilité, ou beaucoup d'étudiants qui sont dans un domaine du travail et qui se spécialisent. C'est par exemple beaucoup le cas à Charleroi dans le domaine de la santé. Donc, ce n'est pas nécessairement de la gestion des ressources humaines, mais c'est aussi de l'organisation du travail. Hein. Je vais vous prendre un exemple. On a par exemple des infirmiers ou des infirmières. Si vous voulez devenir infirmier-chef d'un service, ben, un master en sciences du travail va beaucoup vous aider. Il ne faut pas nécessairement avoir un master en sciences du travail pour être infirmier-chef, mais ça va beaucoup vous aider, ce qui fait qu'on a beaucoup de gens dans le domaine de la santé qui font un master en sciences du travail. Donc, il peut y avoir des aspects très connectés avec la gestion des ressources humaines, mais des aspects aussi qui, en réalité, n'ont pas beaucoup à voir. La personne de contact, c'est Didier Moreau. Donc, vous tapez ULB Didier Moreau et vous tombez, vous allez soit sur le site de la faculté, soit Didier Moreau, M-O-R-E-A-U. Ben, comme je vous l'ai dit, pour le master en sciences du travail, en fait, ça dépend si vous avez une idée, enfin, si déjà vous êtes engagé professionnellement, mais vous avez énormément dans le domaine de la mise au travail, donc l'aide à la mise au travail, ça peut concerner les CPAS, ça peut concerner par exemple Actiris ou le Forum en Wallonie, donc ces secteurs-là, c'est tout à fait évident, ou des secteurs de coordination et de responsabilité dans certains domaines, et en particulier, bien évidemment, j'ai pris l'exemple de la santé parce que c'est souvent le cas, beaucoup dans le secteur non marchand. Alors après, bien évidemment, il y a une grande diversité, hein, mais c'est surtout le secteur non marchand et l'aide à la mise au travail. Donc, je vais peut-être vous l'écrire par Didier Moreau, comme ça, vous le voyez si je sais vous écrire. Voilà. Non, en général, la question de la moyenne n'est pas une préoccupation centrale dans les masters de la faculté. Il faut juste voir dans quelle mesure le bachelier que vous avez suivi vous permet aisément de suivre le master en gestion culturelle, mais la plupart du temps, bien sûr, c'est oui, mais c'est rarement lié à une situation de moyenne. Alors, sur la question des stages, ben, donc si vous allez sur le site web de la faculté, vous avez un lien vers chacun des départements et chacun des départements présente la situation des stages de manière générale et de manière spécifique dans le programme. Vous verrez d'ailleurs que la notion de stage peut recouvrir des choses un peu différentes suivant les filières. Hein. Si je prends histoire de l'art et archéologie, ben, en archéologie par exemple, il est clair qu'il y a des stages de terrain qui sont menés en Belgique ou à l'étranger. Si vous prenez sciences du travail ou par exemple sciences politiques, c'est souvent des stages en entreprise, soit entreprise publique, soit entreprise privée. Donc ça dépend un peu, mais c'est chaque fois systématiquement présenté sur la page du département. Alors, pour ce qui concerne l'histoire vers sciences politiques, en fait, dans ce cas-là, et vous le verrez là aussi sur la page, du département ou du master en sciences politiques et relations internationales, c'est qu'il y a une passerelle automatisée. Donc, vous avez accès au master moyennant 3 cours complémentaires. Hein, et donc, vous avez un accès automatisé au master en relations internationales pour le master, pour le bachelier en histoire. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous aurait encore des questions. Bien évidemment,
vous avez encore jusque 20 heures pour aller sur la chatroom de la faculté, où il y a plusieurs informateurs des différentes filières de master qui sont là pour être plus précis encore que moi, parce que moi, je présente ici ça de manière très générale. Mais n'hésitez pas à aller sur la chatroom et vous aurez des interlocutrices et des interlocuteurs qui pourront répondre à vos questions. Par ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le site web de la faculté, parce que là, vous avez pour toutes les filières des personnes de contact, hein, et vous avez aussi des responsables spécifiques, par exemple Didier Moreau est quelqu'un d'important pour tous les processus d'admission et pour la construction d'un dossier de valorisation des acquis de l'expérience. Pour chacune des filières, vous avez les coordonnées du président du jury. Donc, si vous avez un doute, est-ce que j'introduis mon dossier vers tel master ou tel master, ben, contactez le président ou la présidente du jury. Ah, elle pourra déjà vous dire, ben, il y a de bonnes chances, ou plutôt, voyez plutôt un autre master parce qu'il n'y a pas de bonnes chances. Donc, c'est mieux d'essayer en amont de la rentrée de votre dossier, de peut-être contacter, si vous avez un doute à tout le moins, de contacter la présidente ou le président de jury qui pourront vous aiguiller et vous donner, je dirais, un niveau de probabilité que votre dossier, si vous passez par un dossier, soit admis ou ne soit pas admis. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée et en tout état de cause, quoi que vous fassiez, je vous souhaite bonne chance. Donc juste un petit mot d'information, ben, on aura une rentrée académique qui sera sans doute marquée encore par la pandémie, hein, et donc on espère, comme je vous l'ai dit pendant l'exposé, d'être plutôt dans du présentiel avec nos étudiants et nos étudiantes, parce que ça nous manque énormément, et je crois que c'est compliqué aussi pour les étudiants, en tout cas certains apprentissages à distance, mais néanmoins, je crois pouvoir vous dire qu'au premier quadrimestre, il y aura un peu des deux, il y aura à la fois du présentiel et du virtuel, et on espère qu'au deuxième quadrimestre, on pourra plus massivement migrer vers du présentiel. Voilà, bonne chance à toutes et à tous et à bientôt. Je vois que tout à coup, il y a de nouveau plein de questions, ben, j'essaie d'y répondre. Est-ce qu'il y a des mesures correspondant à la situation du virus? Oui, on est occupé à préparer cela. Juste avant cette session, j'étais d'ailleurs en réunion pour préparer cela. Oui, donc on essaye d'envisager différents scénarios pour la rentrée. Bien sûr, là on a organisé la première session, on a déjà l'organisation de la deuxième session bien faite, si je peux le dire ainsi. Et on envisage différents scénarios, et donc en fonction de l'évolution, on ira plutôt dans un scénario ou dans un autre, mais en gros, comme je vous l'ai dit, on va travailler au premier quadrimestre dans une logique où il y aura du présentiel et du physique, et du présentiel et du virtuel, et tous les étudiants auront du présentiel et du virtuel. Donc il n'y aura pas des étudiants qui n'auront que du virtuel ou des étudiants qui n'auront que du présentiel. On essaye qu'il y ait une dynamique sociale possible pour tous les étudiants. Alors, être plus précis aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on doit aussi tenir compte de l'évolution de la pandémie, de l'évolution des recommandations, bien sûr, du Conseil national de sécurité et de leur application pour l'université. Mais notre ambition, c'est que dès le premier quadrimestre, tous les étudiants, quel que soit leur cursus, aient une part d'enseignement sur le campus, une part d'enseignement à distance. Et bien évidemment, pour la part d'enseignement sur le campus, on travaille beaucoup pour respecter au maximum les consignes et pour éviter sanitaires et pour éviter des dynamiques où nous contribuerions à relancer la pandémie. Donc on travaille beaucoup à ça, et comme vous pouvez l'imaginer, ça suppose un exercice et puis une pratique logistique assez complexe, mais on a, comme je vous l'ai dit, l'ambition quand même qu'il y ait une dynamique sociale qui se recrée dans la communauté étudiante, et bien sûr dans la communauté étudiante dans son rapport avec les enseignants et avec les assistants. Alors, un travail de terrain à l'étranger est-il possible pour un TFE? Oui, après, bien évidemment, vous avez quand même cours l'essentiel de l'année, donc il y a des périodes qui vous le permettent parfois un peu plus, hein, bien sûr, certaines périodes de vacances ou les semaines tampons, mais néanmoins,
enfin, c'est difficile de marier un quadrimestre à l'étranger et le suivi de votre master à l'ULB. Donc ça, c'est un arbitrage qu'il faut faire sur la possibilité d'être plus ou moins longtemps à l'étranger. Donc, en ce qui concerne le passage d'une haute école vers le master en sciences du travail, ça se fait vraiment fréquemment. Hein. Donc, c'est un master où il y a un nombre appréciable d'étudiants et dans ce nombre appréciable d'étudiants, beaucoup viennent de haute école, de bacheliers de type court ou de bacheliers de type long. Donc, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, pour ceux qui étaient là et celles qui étaient là, un passage classique, c'est le baccalauréat en assistance sociale vers le master en sciences du travail. Donc ça, c'est vraiment un passage assez classique pour le master en sciences du travail. Voilà, je pense que là, je n'ai... Il y a, en ce qui concerne le double diplôme en sciences politiques avec la LOIS, encore une fois, donc quand on organise un double diplôme, il n'y a pas quelque chose de spécifique. Si vous êtes admis au master, fatalement, vous pouvez être admis au master double diplômant. C'est vrai pour la LOIS et c'est vrai pour l'université de Waseda. La seule contrainte que nous avons, c'est s'il y a trop de demandes par rapport au nombre de places. Mais pour la LOIS, jusqu'à présent, je l'évoquais tout à l'heure, en général, on a un nombre d'étudiants appréciable qui monte et jusqu'à présent, tous ont été acceptés. Oui, oui, donc dans le master en relations internationales, on propose un stage, absolument. Pour le master en gestion des ressources humaines, le débouché le plus classique, bien sûr, c'est les départements des ressources humaines dans les entreprises publiques, dans les entreprises privées. Donc ça, c'est vraiment le débouché le plus classique pour le master en gestion des ressources humaines. Il est d'ailleurs articulé à ça, donc il y a une gestionnaire de programme qui est très attentive à la fois à organiser le programme de manière théorique et pratique, et notamment les pratiques de stage dans le plus souvent des départements des ressources humaines. Si vous avez validé le 24 avril, ça c'est bizarre que vous n'ayez pas eu de... Vous pouvez me dire pour quel master vous avez validé le 24 avril? Pendant ce temps-là, alors pour le master en études européennes, quels sont les critères? Donc là, pour le master en études européennes, je dirais il y a deux grandes catégories de critères. En gros, c'est le bachelier que vous avez suivi et ce qui vous mène plutôt vers le master politique européenne ou le master histoire et culture. Et d'autre part, il y a une plus grande attention au niveau de vos notes. Voilà, ça c'est les deux grandes catégories de critères. Donc le plus souvent, il y a des choses simples. Hein. Les étudiants qui ont un bachelier en sciences politiques ont bien sûr assez facilement accès au master en études européennes, finalité politique européenne. Les étudiants qui ont suivi le bachelier en histoire ont bien sûr très souvent accès très aisément au master histoire, enfin master études européennes, histoire et culture d'Europe. Mais ce n'est pas les deux bacheliers exclusifs. Hein. On a des étudiants qui ont fait d'autres cursus comme sociologie par exemple, pour prendre un exemple qui me vient à l'esprit. Donc c'est pas mécanique. Après, comme c'est un master où le nombre d'étudiants ne peut pas être trop important, il y a une attention plus grande que pour les autres masters au niveau des notes que vous avez obtenues durant le bachelier. Alors, vous pouvez vous inscrire au master à partir du moment où, au sens propre, hein, vous inscrire à partir du moment où vous avez été délibéré. À partir du moment où vous avez été délibéré, nous validons votre cursus et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous inscrire au master. Bien évidemment, si c'est un master dans une autre université que l'ULB, parce que c'est peut-être une possibilité, là, vous pouvez introduire un dossier avant. Hein, donc, dans les dossiers d'admission, il y a souvent, bien sûr, des dossiers où les études sont en cours. Et donc là, ce qu'on fait en général, alors, c'est qu'on admet, mais on l'assortit l'admission d'une condition, c'est-à-dire à condition, bien sûr, de réussir l'année dans laquelle vous êtes en train d'étudier, donc à condition de réussir
les études de bachelier. Donc, mais vous, là, si c'est du point de vue d'une admission, vous pouvez déjà introduire votre dossier maintenant, que ce soit à l'ULB ou dans d'autres universités de la communauté française. Voilà. Bon, ben, il est l'heure de vous quitter. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, on vous répondra avec plaisir. On a par ailleurs un service com qui vous répondra aussi avec plaisir. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et une nouvelle fois, quoi que vous fassiez, je vous souhaite bonne chance dans vos études et bien évidemment au-delà de vos études aussi. Bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.